Bonjour à tous. Bon, bienvenue pour ce dernier forum clinique de la saison, où aujourd'hui on accueille Monsieur Alaton Marius et Monsieur Bancarel Fabien, qui vont nous présenter un thème: Sommes-nous seulement des cerveaux au regard de la neuropsychologie? Donc, dans un premier temps, on va regarder ce PowerPoint, vous allez nous expliquer vos points de vue, etc. Et après, dans un second temps, il y aura toujours une partie de questionnement, soit de questionnement dans la salle, soit si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser, moi je les transmettrai, voilà. Petit mot d'introduction aussi, en effet, c'est le dernier forum de la saison. Ouais. Donc, c'est l'occasion de vous dire que le forum est ouvert. Et donc, nous attendons vos thèmes, idées, propositions pour la saison prochaine. La saison 2. La saison 2 qui commencera en octobre 2024, à condition qu'on ait des sujets. Il y a déjà quelques idées qui ont circulé. Mais merci de nous les envoyer, ces idées, donc à Olivier, Mathieu, le docteur Hakimi ou moi-même. Voilà. Donc, la neuropsychologie, le pourquoi du comment, nous vous écoutons. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Fabien Bancarel, psychologue spécialisé en neuropsychologie sur la filière de réhabilitation psychosociale. Donc, on a choisi un titre qui se veut un peu provocateur parce qu'en fait, il renvoie à un stéréotype qu'on entend souvent lorsqu'on parle de neuropsychologie, c'est le neuroréductionnisme. Donc, en fait, notre présentation va essayer de répondre un peu à ça et montrer aux gens que cette vision-là de la neuropsychologie, elle est erronée. Alors bonjour, je m'appelle Marius Alaton, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Et donc pour commencer, on va peut-être commencer par définir ce que c'est la neuropsychologie. Alors la neuropsychologie, c'est une branche de la psychologie. Voilà, c'est la première chose à savoir à ce sujet. Comme il y a différentes branches en psychologie, on retrouve par exemple la psychologie sociale, la psychologie du travail, la psychopathologie. La neuropsychologie, donc, est l'une de ces branches. Et donc, c'est une branche qui s'intéresse à l'évaluation et à la prise en charge des problèmes cognitifs, comportementaux et émotionnels des patients. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui se situe sur deux axes, l'évaluation et la prise en charge. Et donc, c'est une branche qui va s'intéresser au fonctionnement cognitif, effectivement, mais pas uniquement. Il va aussi s'intéresser au fonctionnement émotionnel des patients et au comportement qu'il peut présenter. Et donc, tout ça va se faire en lien avec les dysfonctionnements cérébraux qu'on peut retrouver dans certaines pathologies et certaines problématiques. Et justement, ça va être un petit peu l'axe de travail pour la neuropsychologie. Alors, quand on parle de fonctionnement cognitif, voilà, peut-être qu'il faut préciser un petit peu. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Fabien qui va nous présenter un petit peu ce que c'est la cognition. Donc, on va dire qu'il existe deux grands groupes de fonctions cognitives. On a un premier groupe qui est plutôt lié aux capacités de raisonnement et de prise de décision. Donc, parmi ces fonctions, on va retrouver l'attention. Donc, c'est la concentration. Donc, par exemple, le fait de me focaliser sur une tâche en particulier, ou alors le fait de pouvoir diviser ma concentration sur plusieurs choses en même temps, ou alors maintenir ma concentration sur une certaine durée dans le temps. On a aussi la mémoire, donc je l'ai mis au singulier, mais on pourrait le mettre au pluriel parce qu'en fait, il existe plusieurs types de mémoire. Donc, ça peut se comprendre selon la temporalité. Par exemple, il existe la mémoire immédiate, la mémoire du futur ou encore la mémoire du passé, mais aussi en termes de sensorialité, parce qu'il existe aussi la mémoire visuelle, olfactive ou encore auditive, par exemple. On a aussi les fonctions exécutives. Donc là, c'est un thème un peu barbare, mais en fait, c'est un groupe de fonctions qui vont nous permettre de nous adapter à des situations difficiles, des situations qui vont nous sortir de nos routines habituelles. Donc, parmi ces fonctions, ce qu'on peut retrouver, par exemple, c'est la flexibilité mentale, donc la capacité à pouvoir être souple dans notre manière de penser, les capacités d'inhibition, la capacité de réfréner un comportement qui pourrait être inadapté par rapport à ce qu'on est en train de faire, ou encore, par exemple, la capacité de planification. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre de découper une tâche compliquée en plusieurs sous-étapes
qui va nous permettre de réaliser cette tâche. Et enfin, on a les praxis. Donc, ce sont des capacités qui vont nous permettre, par exemple, de manipuler correctement des objets. Donc, un deuxième groupe de fonctions cognitives qui est plutôt rattaché, celui-là, à la compréhension et à la réponse aux situations sociales. Donc, on a par exemple la théorie de l'esprit. Donc, à nouveau, un thème un peu barbare, mais en fait, c'est notre capacité à pouvoir se représenter l'état d'esprit d'autrui. Ça renvoie à ce qu'on peut appeler par exemple la capacité d'empathie. Euh, on a aussi la reconnaissance et l'identification émotionnelle, donc là, bon, c'est assez explicite. Et la pragmatique du langage, donc là, ça va être tout ce qui est analyse du discours, mais les éléments du discours qui sont non verbaux, par exemple, analyser la tonalité, le volume de la voix, etc. Donc si par exemple une personne est en train de crier, eh bien on peut imputer le fait que peut-être que la personne est en colère ou peut-être triste, etc. Alors donc du coup ensuite la question qui peut se poser c'est pourquoi on parle de neuropsychologie en psychiatrie et un peu quel est le lien qu'il y a entre la psychiatrie et la neuropsychologie. Alors en fait ce lien il existe un peu indirectement au travers de la neuropsychiatrie, voilà, qui est notamment une branche médicale. Et dans la neuropsychiatrie, en fait, on retrouve un petit peu la neuropsychologie au travers de différents axes. Alors, dans la neuropsychiatrie, en l'occurrence, on s'intéresse notamment aux symptômes psychiatriques, donc c'est-à-dire ce qui va être observé voilà, par le soignant. C'est voilà, toutes les choses qu'on peut repérer avec les patients au quotidien. Et d'un autre côté, il y a les dysfonctionnements cérébraux qu'on retrouve aussi dans les problématiques psychiatriques. Et justement, la neuropsychologie, c'est l'idée de faire le lien entre le symptôme psychiatrique et les dysfonctionnements cérébraux. Et c'est au travers de ce lien-là, en fait, qu'on va utiliser la neuropsychologie comme outil en psychiatrie. Alors peut-être pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, on va prendre un exemple. Si on prend par exemple voilà, l'exemple de la schizophrénie, on sait que l'un des symptômes assez courants dans cette pathologie-là, c'est la désorganisation du discours. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, qu'on peut observer. Et parallèlement, si on s'intéresse aux dysfonctionnements cérébraux, bon, voilà, on sait qu'il peut y avoir des dérèglements dopaminergiques et que ça va notamment expliquer l'apparition de ces symptômes-là. Alors, bien sûr, on peut passer par la voie médicamenteuse pour répondre à cette problématique-là et donc avoir un effet sur le symptôme. Mais justement, la neuropsychologie, elle nous propose un autre axe de travail qui va être pour le coup non médicamenteux, où en fait, on va prendre les choses sous un angle un peu différent. On va se dire, voilà, dans la schizophrénie, qu'est-ce qu'on trouve comme troubles cognitifs? On sait par exemple qu'on retrouve assez fréquemment des troubles de la planification, ce qu'expliquait Fabien tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à décomposer une tâche une tâche complexe en plusieurs parties et l'organiser de façon efficace. Et en fait, ce trouble de la planification, il peut avoir un impact indirectement sur la désorganisation du discours. Et donc, en faisant ce pont par la neuropsychologie, en fait, ça nous propose un nouvel axe de travail qui va être de dire, on va travailler sur le trouble de la planification et en travaillant sur ces difficultés cognitives, en fait, on va avoir un impact sur le symptôme psychiatrique qui va peut-être être moins important ou alors qui sera moins handicapant pour le patient. Voilà. Donc, c'est un nouvel axe de travail finalement non médicamenteux. Voilà. Alors, du coup, je laisse Fabien continuer. Donc, du coup, comme tu le disais, Marius, tout à l'heure, en fait, le neuropsychologue, il a, on va dire, deux missions principales. Donc, l'une d'elles, c'est l'évaluation neuropsychologique. Donc, en fait, ça va nous permettre de dresser le profil cognitif de la personne. Donc, en fait, l'évaluation, elle se déroule en trois étapes. La première étape, c'est une phase d'entretien. Donc, la phase d'entretien, la durée, elle peut être variable, mais on va dire que de manière générale, ça dure 45 minutes, où justement, on va apprendre à connaître un peu mieux le patient, savoir déjà quelle est sa demande, pourquoi il vient consulter et pourquoi il demande une évaluation neuropsychologique, quelles sont ses plaintes.
En quoi les plaintes peuvent être handicapantes dans le quotidien de la personne. Évaluer aussi l'état thymique de la personne, parce qu'on sait que ça peut avoir aussi un impact sur les capacités cognitives. Euh, Évaluer aussi peut-être les comorbidités, qu'elles soient addictives ou autres, par exemple. Refaire un peu le parcours de vie, que ce soit le parcours scolaire, professionnel de la personne, pour vraiment avoir le plus d'éléments possibles qui viennent aider à répondre à la demande du patient et qui va nous permettre par la suite de sélectionner les tests les plus pertinents pour venir répondre à la demande du patient. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc là, encore une fois, la durée, elle peut être variable. Généralement, en psychiatrie, ben, on a le temps de faire les choses, de bien investiguer les différentes sphères. Donc, du coup, ça prend généralement plusieurs séances et on peut se voir, par exemple, 1 heure ou 1 h 30, selon les possibilités du patient. Donc, ensuite, entre les tests et la phase de restitution, eh bien, le psychologue prend un temps pour analyser les résultats du patient, les mettre en correspondance aussi avec les éléments recueillis lors de l'entretien, pour faire une analyse la plus fine possible du fonctionnement de la personne. Et ensuite, donc, la phase de restitution, donc, on se revoit avec le patient sur un temps d'entretien pour justement lui exposer notre analyse, répondre à ses questions, répondre à sa demande, faire des préconisations aussi lorsque c'est pertinent. Et puis, peut-être aussi lui proposer un accompagnement en remédiation cognitive. Alors, pour vulgariser un peu le terme, bah, on va dire qu'il s'agit de la prise en charge cognitive, mais on verra que ça va bien au-delà de ça. Donc, du coup, il existe deux grands paradigmes en remédiation cognitive. Donc, on a l'approche restauratrice, où par exemple, la personne, j'invente, hein, elle a un trouble de la mémoire. Eh bien, on va lui proposer des exercices qui vont solliciter cette même fonction cognitive. Et en la surstimulant, eh bien, parfois, on observe une récupération des capacités. Et ensuite, on a une approche compensatrice. Donc là, si par exemple, on voit que l'approche restauratrice ne fonctionne pas, eh bien, on peut se dire, bon, ben, tant pis, c'est pas grave, on va essayer de voir comment on peut pallier au trouble. C'est-à-dire comment on peut aménager l'environnement de la personne pour que ce trouble il soit moins invalidant. Donc, si on reprend l'exemple de la mémoire, donc par exemple, on peut essayer de mettre en place avec le patient un système d'agenda s'il oublie ses rendez-vous importants, par exemple. Ou alors, on peut l'aider à se ritualiser dans son quotidien pour qu'à chaque fois, il place les clés de sa voiture toujours au même endroit, etc. Donc, il existe différentes techniques différentes. Alors, donc, du coup, on va vous présenter un premier cas. Donc, c'est un cas d'un bilan neuropsychologique. Alors, l'idée de ce cas, c'est aussi un petit peu de vous montrer que dans le bilan neuropsychologique, l'étude des troubles cognitifs en eux-mêmes, ça ne suffit pas. Et c'est souvent un outil qui va permettre d'aller en fait dans l'hypothèse principale, mais c'est secondaire. L'évaluation des fonctions cognitives, elle vient comme support. Alors, donc, pour vous expliquer un petit peu, donc c'est Monsieur F, il a 25 ans. Donc, c'est une demande de son médecin psychiatre en libéral. Donc, c'est un bilan qui a été effectué en passant par l'équipe mobile de précarité psychiatrique. Alors, donc, du coup, le médecin souhaite une investigation pour une hypothèse d'un diagnostic de TDAH. Voilà. Donc, l'idée de l'évaluation neuropsychologique, c'est un peu de répondre à cette question. Est-ce que ça pourrait effectivement aller dans ce sens? Donc, je vous présente les choses dans ce sens-là pour vous montrer que c'est pas forcément pertinent. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais c'est pour vous démontrer un petit peu ce point-là. Alors, si on se concentre simplement sur les résultats, on voit qu'il y a un syndrome dysexécutif. Donc, alors, syndrome dysexécutif, voilà, c'est quand les fonctions exécutives qu'on présentait tout à l'heure, elles ne fonctionnent plus. Donc, c'est un syndrome dysexécutif. On a donc du coup une désinhibition psychocomportementale, on a un défaut de planification notamment,
Ensuite, on trouve des troubles attentionnels avec des fluctuations attentionnelles, donc une difficulté à maintenir l'attention, des difficultés à diviser l'attention sur 2 tâches différentes, et voilà, des difficultés aussi d'attention soutenue, donc à mobiliser l'attention de façon durable. Et ensuite, on trouve aussi des troubles de la mémoire de travail, qui est plutôt une mémoire à court terme, et c'est une mémoire de manipulation de l'information. Alors, si on prend simplement ces résultats-là et qu'on les compare un petit peu avec ce qu'on retrouve généralement dans le TDAH en termes de troubles cognitifs. Bon, en général, dans le TDAH, ce qu'on trouve, c'est un syndrome dysexécutif, des troubles attentionnels et des troubles mnésiques. Donc, si on compare simplement comme ça, on peut se dire, bon, bah voilà, effectivement, ça colle. Mais ce n'est pas suffisant. Et je vais vous montrer un autre tableau typique dans une autre pathologie. Ce n'est pas tout à fait au hasard, vous le verrez ensuite. Si on regarde dans ce qu'on peut retrouver dans le trouble de personnalité limite, donc borderline, on sait qu'il y a aussi des troubles cognitifs qui sont repérés dans cette pathologie, et notamment des syndromes dysexécutifs, des troubles attentionnels et des troubles mnésiques. Donc là, on est un petit peu embêté parce que finalement, on se dit, si on se base juste sur le fonctionnement cognitif, ça ne répond pas à la question. Et donc, justement, pour répondre à la question, ce dont on a besoin, c'est des éléments cliniques. Et donc, tout l'intérêt de l'entretien anamnestique qu'on fait dans un premier temps est récupérer toutes ces informations pour voilà, avoir un maximum d'éléments. Alors, si on regarde spécifiquement ce qu'on observe chez ce patient en termes d'éléments cliniques, alors on voit qu'il a des antécédents pédopsychiatriques avec plusieurs hospitalisations. Bon, ça, pour le coup, on pourrait le retrouver sur les 2 tableaux. On sait qu'il a été victime d'agression sexuelle lorsqu'il avait 10 ans, donc il y a des éléments traumatiques dans l'enfance qui pourraient aller plutôt dans le sens d'un trouble de personnalité limite. Alors après, il y a une hyperactivité qui est décrite dans l'enfance et surtout dans un contexte scolaire. Donc là, on voit qu'il y a des difficultés sur ce plan-là déjà dans l'enfance. Alors, contexte scolaire, on est en école primaire. Donc déjà, à l'école primaire, il y a des difficultés à ce niveau-là. Ça, pour le coup, ça va plus dans le sens d'un TDAH. Ensuite, il y a des difficultés scolaires dans les apprentissages et dans la relation à l'autre. Et plus tard, des difficultés à maintenir une activité professionnelle. Ça, c'est des choses qu'on retrouve sur les 2 tableaux, pas nécessairement pour les mêmes raisons, mais on peut le retrouver sur les 2 tableaux. Ensuite, on voit qu'il y a une rupture du lien familial à l'âge de 10 ans, donc avec ses parents. Et plus tard, dans ses relations personnelles, on voit qu'il y a un trouble de l'attachement de type insécure. Donc ça, c'est des éléments qui vont peut-être aller plus du côté du trouble de personnalité limite. Alors ensuite, on a un ensemble d'éléments cliniques qui sont un peu sur les 2 tableaux. Donc la sensibilité au regard et au jugement d'autrui, la dysrégulation émotionnelle, l'impulsivité comportementale, les ruminations anxieuses et les consommations de toxiques et d'alcool. Donc voilà, ça effectivement on le trouve sur les tableaux. Il y a quand même des petites choses qui diffèrent, notamment par rapport à l'impulsivité comportementale. En général, l'impulsivité comportementale dans le TDAH, elle est un peu indifférenciée. On peut la retrouver à n'importe quel moment. Là où dans le trouble de personnalité limite, ça aura peut-être plus tendance à se mobiliser dans des situations très spécifiques, souvent en lien avec la relation à l'autre, des réactions à des choses qui ont pu avoir lieu. Donc, c'est plus spécifique comme impulsivité. Là, en l'occurrence, chez ce patient, on retrouve un peu des 2, puisqu'il dit bien qu'effectivement, il y a des comportements qu'il peut avoir à risque lorsqu'il ne se sent pas bien dans une relation. Et en même temps, quand on l'observe durant le bilan, on voit bien qu'il y a une impulsivité comportementale assez générale. Il coupe la parole, il a du mal à ne pas dire tout ce qui lui passe par la tête, en fait, tout simplement. Donc voilà, mais c'est des choses qu'on retrouve quand même sur les 2 tableaux. Ensuite, il y a une plainte cognitive qui est là depuis l'enfance. Alors ça, encore une fois, ça va plutôt dans le sens d'un TDAH. Il y a une quête de diagnostic. Alors la quête de diagnostic, on peut la retrouver dans le TDAH, mais quand même, ça peut être un élément qui peut poser question parce que la recherche de l'identité dans le trouble de personnalité limite, c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, on a une agitation psychomotrice générale qu'on retrouve à l'entretien. Je précise quand même qu'il n'y a aucune consommation de toxiques à ce moment-là, c'est important de le préciser.
Voilà. Donc, on se retrouve du coup avec un tableau qui est assez mixte. Et donc, on peut se poser la question potentiellement de la coexistence des deux diagnostics, puisqu'on sait que c'est une comorbidité assez fréquente. Le TDAH, c'est un facteur de risque de développer un trouble de personnalité limite plus tard. Et donc, finalement, vous voyez bien que là, ce n'est pas l'évaluation des fonctions cognitives qui nous a aidé à répondre à la question, mais préférentiellement les éléments cliniques qu'on a récoltés à l'entretien. Voilà. Je vais laisser la parole à Fabien qui va présenter une autre situation. Il faut presque 10 minutes environ, comme ça. Ouais, Très bien. c'est très bien. Donc, du coup, je vais vous présenter un cas de remédiation cognitive. Alors, ça me semblait intéressant de vous présenter ce cas parce que vous le verrez, en fait, il ne s'agit pas de mettre le patient seul face à un ordinateur et à lui proposer des exercices, etc. Mais il s'agit vraiment d'accompagner petit à petit la personne vers des situations les plus réelles possibles qui se rapprochent le plus de l'objectif visé par la personne. Et donc, ça demande de la créativité, mais aussi de personnaliser au maximum la prise en soin pour qu'elle soit la plus efficiente possible. Donc, il s'agit de Monsieur S. Il a 23 ans. Donc, il est rentré dans le soin il y a peu de temps. Donc, il a reçu un diagnostic de schizophrénie. Et donc, en fait, lui, il se plaint de difficultés cognitives, notamment axées autour de la mémoire depuis qu'il a décompensé. Donc, du coup, ce que je peux observer aussi à l'entretien, c'est qu'il y a un phénomène d'auto-stigmatisation, c'est-à-dire qu'il a tendance à se dévaloriser. Il dit qu'il a perdu confiance en lui depuis qu'on lui a collé cette étiquette diagnostique. Donc voilà, donc il y a un double enjeu. Et donc les conclusions du bilan neuropsychologique, ce que ça donne, donc au niveau cognitif, j'observe des difficultés exécutives, notamment autour de la flexibilité mentale et de la planification. Effectivement, il y a une difficulté mnésique, mais c'est vraiment centré sur un sous-processus de la mémoire. Il s'agit en fait de la récupération, ce qui est plutôt cohérent parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que lorsqu'on a des difficultés exécutives, et bien souvent, on peut avoir ce type de difficultés au niveau de la mémoire. Et ce que j'observe et ce qui est très important, c'est aussi une préservation attentionnelle. Donc, les capacités de concentration sont pleinement efficientes. Et au niveau des données psychologiques, donc effectivement, il est objectivé de la tristesse, de la dévalorisation, ainsi qu'une perte de confiance en soi, mais aussi une anxiété d'état, c'est-à-dire que lors du bilan, le fait de se sentir évalué, et donc quand on est évalué, on est jugé par autrui, et bien du coup, ça pouvait le mettre dans un certain état d'anxiété. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pourrait être intéressant de travailler la flexibilité mentale et la planification au cours de la remédiation, parce qu'en fait, ça peut avoir aussi un effet de cascade sur l'autre fonction, donc sur la mémoire. Donc du coup, lors de la première séance avec le patient, donc ce qu'on a fait, c'est que on a fixé des objectifs et les modalités d'accompagnement. Donc l'objectif qui était visé, c'était pouvoir débattre avec aisance, parce qu'en fait, ce qu'il aimait bien faire lors des repas de famille, c'était de pouvoir participer à des débats. Et donc, depuis qu'il avait décompensé, il se sentait exclu de cette activité, mais aussi parce qu'il n'avait plus forcément confiance en ses capacités. Donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait se voir une fois par semaine à raison d'1 heure pour effectuer différents exercices. Donc sur la séance 2, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait 10 minutes d'entretien. Donc ça me permet voilà, de sonder un peu la personne, de savoir comment elle a vécu la semaine écoulée. Est-ce qu'elle a rencontré des difficultés sur le plan cognitif ou sur des ordres émotionnels, etc. Savoir aussi est-ce qu'elle a pu mettre en lien ce qu'on a pratiqué lors des séances dans sa vie quotidienne. Et ensuite, on avait 50 minutes d'exercice. Donc, au départ, on faisait des exercices sur ordinateur, mais aussi sur papier. Le but, c'était
solliciter la flexibilité mentale, de la réentraîner, de la stimuler, mais aussi de susciter une certaine motivation et une reprise de confiance en soi chez le patient, parce qu'en fait, sur ordinateur, je pouvais contrôler le degré de difficulté. Donc au départ, on était sur une difficulté plutôt facile, et peu à peu, en fait, on a progressé en difficulté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le patient pouvait observer ses progrès. Donc voilà, c'était quelque chose de vraiment concret, de quantifiable. Donc du coup, peu à peu, en fait, déjà, ça allait mieux au niveau de sa flexibilité. Il y arrivait de mieux en mieux à réaliser les exercices. Mais aussi, ce que j'observais, c'est que effectivement, il avait un peu plus confiance en lui. Donc à partir de la séance 6, ce que je lui proposais, c'était des mises en situation. Donc en lien avec le débat, il devait trouver chez lui une thématique sur l'actualité, ramener cette thématique en entretien, enfin en remédiation, et en fait, on devait débattre en dualité sur cette thématique. Donc là, on se rapproche un peu plus de l'objectif visé par la personne, tout en sollicitant la capacité de flexibilité mentale. À partir de la séance 8, donc on a complexifié encore les choses parce que à nouveau, j'ai observé que il était à l'aise dans l'exercice que je lui proposais et qu'il pouvait être prêt à se rapprocher un peu plus de la situation réelle. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait dans un café en centre-ville et en fait, pareil, on faisait des débats, mais cette fois-ci, en fait, on augmentait la difficulté parce qu'en fait, il y avait des gens autour de nous. Il y avait le serveur qui pouvait nous solliciter, il y avait de la musique, et en fait, comme, en situation de repas de famille, il peut y avoir des stimuli tout autour de nous qui peuvent, interférer, avec ce qu'on est en train de faire. Donc, une fois que, de la même manière, une fois que le patient était à l'aise, avec cet exercice-là, eh bien, ce que je lui ai proposé, c'était de se lancer, de pouvoir, essayer de se remettre, dans les débats, en famille. Et une fois que le patient a pu atteindre l'objectif, et bien, du coup, on a réévalué la pertinence de l'accompagnement et d'un commun accord, on s'est dit: «Bon, l'objectif est atteint, donc, finalement, il n'y a plus de raison, qu'on continue, la prise en charge. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a débuté une TCC avec, un collègue pour travailler encore la notion d'estime de soi et la confiance en soi qu'il jugeait encore, un peu fragile. Donc voilà, donc là, ce cas-là, comme je vous le disais, il est intéressant parce qu'en fait, ça montre que, le travail du psychologue, il se cantonne pas à une situation d'entretien dans un bureau, mais qui peut se déployer aussi, sur l'extérieur. Voilà. Donc Donc, du coup, on va pouvoir conclure cette présentation. Alors, ce qu'on voulait vous montrer aussi par cette présentation, c'est que la neuropsychologie, comme dans d'autres champs de la psychologie, on n'est pas uniquement fixé sur la question des neurosciences, sur la question du fonctionnement cognitif, mais qu'il est important justement d'avoir une vision globale, d'avoir une vision holistique, ce qui va nous permettre d'avoir une analyse du coup qui va être plus fine et plus objective. Donc, on doit à tout prix prendre en compte voilà, les données biographiques, les données socio-émotionnelles et les données cognitives. C'est un élément parmi les autres qui nous permet voilà, de répondre à la problématique qui est posée. Donc, le message qu'il faut retenir aussi, c'est que, les interventions en neuropsychologie, pour qu'elles soient pertinentes, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'elles soient la plus personnalisée possible, que ce soit le bilan, que ce soit la remédiation. Eh bien, on ne peut pas faire l'impasse, sur ça. Donc, pour personnaliser au maximum, par exemple, la remédiation, donc comme je le disais, c'est important de fixer des objectifs en collaboration avec le patient. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, on peut préconiser certains objectifs, mais il faut que le patient y trouve un sens aussi à ces objectifs. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que, c'est un travail collaboratif. Mais aussi, c'est important, d'adapter nos outils à la plainte du patient, parce que bon, c'est bien beau de donner des exercices, c'est bien beau qu'il y arrive en séance, mais encore faut-il qu'il puisse généraliser ce qu'il travaille en séance à son quotidien
Et pour ça, bah, il faut faire preuve de créativité et parfois sortir du bureau. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup, oui. Avec plaisir. Il y a des personnes peut-être qui ont des questions dans la salle, mais je vais relayer ça sur le chat. Moi, j'aurais une question alors. Quelle est la fourchette d'âge? À partir de quand vous faites un bilan neuropsy, jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, est-ce qu'il y a des limites? Euh, En fait, l'évaluation en soi, elle est possible enfin, il n'y a pas de limite d'âge en termes de fin de vie. Par contre, pour l'évaluation chez l'enfant, effectivement, on ne peut pas commencer trop tôt parce que sur les premières années, le cerveau se développe et les fonctions cognitives se construisent aussi. Après, on peut toujours observer certaines choses, mais pour vraiment faire en tout cas une évaluation neuropsychologique, il faut attendre un certain âge. Bon, après, moi, c'est pas ma spécialité, les enfants, pour le coup, mais oui, il faut quand même attendre un certain âge. Je pense qu'autour de au moins 4 ans, c'est vraiment un minimum pour commencer à faire des évaluations. Voilà. Après, en termes de prise en charge, Après, l'évaluation en soi, par exemple, il y a des psychologues qui travaillent, par exemple, ouais, en crèche avec, de petits enfants. L'accompagnement sera pas forcément le même, alors, ça sera plus de l'évaluation, mais plutôt, je dirais, qualitative, où en fait, au lieu d'utiliser des outils quantitatifs comme, les tests, comme on peut les pratiquer nous, avec Marius, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est observer le comportement aussi de la personne. Hem, donc, dès lors que, beh, par exemple, en psychiatrie, c'est courant que, il y a des personnes qui ne sont pas forcément, évaluables d'un point de vue quantitatif. Mais par contre, on peut observer son comportement, ses symptômes et ensuite, faire des hypothèses et une fois que la personne est plus accessible et bien là, on peut, peut-être, investiguer plus, quantitativement, les choses. Après pour faire le lien avec, le petit enfant, c'est vrai qu'on peut mener une évaluation aussi avec les parents, au ouais. travers de questionnaires, d'entretiens, semi-structurés, voilà, qui vont permettre d'identifier un peu, quels sont, quel est le type d'attachement et cetera, pour essayer de comprendre un peu mieux, OK. l'enfant. Je peux peut-être ajouter quelque chose parce que je connais bien le patient dont parlait Marius. On a fait des épreuves projectives pour compléter l'épreuve neuropsychologique, Mhm. et je trouve que c'était très intéressant parce qu'effectivement, la demande du patient était centrée sur un diagnostic qu'il avait déjà, lui, préétabli, qui lui donnait effectivement une identité. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir qu'effectivement, il ne s'agissait pas tellement d'un trouble à proprement parler TDAH, mais bien de modalités défensives qui n'avaient pas opéré de manière efficiente en lien avec tous les traumatismes qu'il avait pu vivre dans l'enfance. Et ça, on l'a vu se répéter autant dans les tests projectifs que dans l'analyse neuropsychologique. Et c'était vraiment assez riche, je pense, pour le patient aussi, même si ça a été quand même un peu compliqué de ne pas être bordé par ce diagnostic. Il a fallu l'accompagner à la restitution. Ça a été quand même un peu difficile pour lui de ne pas se présenter sous cette identité-là. Mais ça l'a invité aussi à aller chercher d'autres modalités de rapport à l'autre, à aller fouiller un petit peu qu'est-ce qui avait construit son psychisme comme ça et qu'est-ce qui avait fait que dans sa vie, il avait plutôt utilisé des défenses du côté de l'inattention, de l'agitation et tout autre symptômes qui pouvaient manifester. Et ouais, je trouve que c'est très riche aussi de Oui. prendre les choses sous des angles multiples comme ça. Et finalement, on a croisé et on s'est complètement Oui, retrouvés. sur le diagnostic, oui, tout à fait. C'est très intéressant. J'ai une question en ligne. De Villefranche, du CMP de Villefranche.
Alors, la remédiation cognitive se fait avec des outils informatiques qui sont accessibles à des personnes présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne. Point d'interrogation. Oui, je dirais qu'il existe des outils informatiques. Après, le souci avec les outils informatiques, c'est que généralement, il faut payer. C'est des logiciels qui demandent des licences particulières, donc du coup, qui ne sont pas forcément accessibles très facilement. Après, il y a certains programmes qui demandent aussi une formation spécifique. Par exemple, on a un programme informatique, ça s'appelle Gaia, qui permet de travailler tout ce qui est reconnaissance émotionnelle. Et pour le coup, je sais qu'il existe une formation et c'est à l'issue de la formation qu'on peut utiliser le logiciel. Moi, par exemple, j'utilise Presco. Donc, on- alors, là aussi, il existe une formation qui est préconisée, mais pas forcément obligatoire. Après, je pense que pour quelqu'un qui découvre un peu la remédiation cognitive, c'est important de se former pour comprendre un peu comment on construit nos séances, pourquoi on fait tel exercice et pas un autre, qu'est-ce qu'on travaille vraiment, comment on aide le patient à généraliser ce qu'il voit en séance à son quotidien, etc. Après, pour une déficience intellectuelle légère, oui, je dirais que oui. Mais il faut que ce soit des logiciels qui permettent justement de manipuler le degré de difficulté. Euh, voilà, pour commencer à un niveau de base et augmenter petit à petit pour voir justement où sont les limites de la personne. Euh, donc oui, je dirais que c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur le chat, ça écrit. Oui, c'est pas le temps, mais je savais. Sinon, il existe des outils non informatiques, point d'interrogation. Oui, il existe des outils non informatiques. Il y a des sites internet. Alors, j'ai oublié le nom, mais je pourrais vous envoyer les sites internet. Ah, si, c'est Jardin d'Ortho, je crois, ça s'appelle. Donc, c'est une orthophoniste qui crée des supports de remédiation. Il y en a qui sont payants, il y en a d'autres qui sont gratuits en libre accès. Et en fait, c'est sur PDF, on a juste à imprimer. Donc, il y a un peu de tout. Il y a de la mémoire, de la concentration, du langage, de la flexibilité mentale, de la planification. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. Et pour le coup, moi, quand j'étais stagiaire, je l'utilisais, mais même encore, hein, j'en utilise. Après, ce que je peux faire des fois, c'est pour justement faire, pour incarner ce côté-là, personnalisation. Des fois, je prends le temps de construire moi-même certains exercices en lien avec des centres d'intérêt du patient. Par exemple, s'il aime, j'invente Star Wars, et bien du coup, je crée un exercice autour de la thématique Star Wars. Le but, c'est d'inciter de mobiliser la motivation du patient pour qu'il soit vraiment réceptif à ce que je vais lui présenter. Donc voilà, Jardin d'Ortho. Et après, il existe des manuels. Donc celui-là, je l'avais acheté, où justement, c'est des manuels faits par des orthophonistes, encore une fois, qui permet de décliner différents exercices. Ouais. Mais à voir sur Internet, il en existe beaucoup. Merci. Il y a tout le volet écologique aussi, toutes les choses qu'on peut faire directement et in situ dans l'environnement du patient. Et c'est aussi tout aussi riche de faire de la remédiation, plutôt sur une approche compensatrice d'ailleurs. Voilà, de voir un petit peu au domicile directement, faire un travail spécifiquement là-dessus. Pour le coup, c'est ce que j'avais fait en collaboration avec des soignants de l'USIR. Donc, c'est un patient en fait qui était angoissé par le fait de rentrer chez lui.
Donc en fait, au départ, j'ai pris le parti de lui proposer de l'accompagner à son domicile pour voir en fait, concrètement, qu'est-ce qui l'angoissait. Donc le patient, a accepté et donc du coup, avec, une aide-soignante, on s'était rendu à son domicile et effectivement, en fait, tout son domicile était encombré de détritus, mais de choses qu'il avait pu ramasser un peu à droite, à gauche et donc en fait, on avait l'impression vraiment, oui, d'étouffer dans son appartement et en fait, je comprenais mieux pourquoi il pouvait angoisser. Donc ce qu'on lui a proposé, c'est qu'on revienne plusieurs fois avec, l'aide-soignante pour lui proposer, une aide au rangement. C'est-à-dire lui proposer, une méthodologie, une méthode d'organisation parce que justement c'était, un patient, qui était désorganisé et heu et en fait, du coup, on lui a insufflé une certaine technique et donc on a commencé avec lui et ensuite il a pu continuer le travail, seul aussi et aussi, d'autres, soignants ont pu, l'aider dans ce travail-là, à aller chez lui et au final, aujourd'hui, il est, à son domicile. Bon, il vient, le week-end, mais sur la semaine, en tout cas, ça tient et c'est une très belle victoire, je trouve. D'autres questions en ligne? Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être juste un témoignage, puisque je travaille, entre autres avec Fabien, ça fait quand même déjà peut-être quelques années maintenant, le temps passe vite. Et je suis très, très satisfait de ce travail et surtout dans sa dimension complémentaire par rapport à d'autres approches, hein. Tu as présenté 2 cas cliniques intéressants, enfin même le dernier là, dont tu viens de parler, où finalement le regard que tu as apporté était complémentaire par rapport à d'autres choses, mais a permis alors c'était un angle de vue et à la fois un angle d'attaque dans la prise en charge qui a permis que les choses s'améliorent. Je pense que ce que vous apportez, c'est une forme de rigueur, à la fois dans la mesure, dans l'évaluation, dans une approche spécifique qui est complémentaire de la finesse après d'analyse psychodynamique avec laquelle finalement les soignants et les autres psychos aussi sont assez à l'aise. Donc moi, je trouve qu'il y a une grande complémentarité. Il faudrait peut-être d'ailleurs pas l'oublier, hein, il y a le point de vue neuropsychologique. Alors vous deux, vous êtes quand même très ouverts à la clinique et à des aspects psychodynamiques, mais le travailler en complémentarité avec les approches psychodynamiques. Je pense que c'est ce qui est vraiment la richesse. Tout à fait, parce que si on se cantonne seulement à la neuropsychologie, il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer au travers de ce champ-là. Tout bêtement, par exemple, une patiente qui du jour au lendemain se comporte comme une enfant, d'un point de vue neuropsychologique, j'aurais pas d'explication particulière en fait. Mais par contre, la psychanalyse, par exemple, pourra peut-être apporter des éléments de réponse en lien avec l'histoire de vie de la personne. Mm. Effectivement. Et puis au bout du compte, vous n'avez pas beaucoup parlé du cerveau, comme il se trouve. Donc c'est vrai pour répondre à Et la voilà. question de départ. Exactement. La réponse, c'est plutôt non, C'est hein. plutôt non. Mais ça fait partie de votre formation, puisqu'il y a le lien entre les fonctions cognitives et, on va dire, la neuroanatomie fonctionnelle. Peut-être que c'est plus pertinent et utile en neurologie, euh, mais au bout du compte, vous travaillez comme des psychologues plutôt cognitivistes qui, vous avez bien identifié les fonctions cognitives, vous faites le lien peut-être avec la neuroanatomie, mais sans... Parfois, on peut le faire, quand il y a des comorbidités, par exemple en psychiatrie, c'est très rare d'avoir un tableau psychiatrique pur, hein, Oui. on retrouve, de l'épilepsie et puis, dans l'histoire de vie de la personne, elle a pu avoir des traumas crâniens, Des tu vois? addictions. Les addictions, les troubles neurodéveloppementaux aussi, tout ce qui est déficience intellectuelle. Il riche dans le cas de démence, par exemple, ou Aussi, oui. Exactement. vous interpellez pour ça, ou des fois on pense que c'est des compensations, alors une maladie neurologique, enfin, ça peut être aussi intéressant. Mmh. Mmh. Puis même, aussi, pour les patients qui sont en quête de réponse, des fois, on peut leur, présenter les choses un peu plus de manière un peu plus concrète. Par exemple, un patient qui se demande: «Mais comment ça se fait que j'ai des hallucinations?» par exemple. On peut lui expliquer, par exemple, le fonctionnement du cerveau, comme quoi, par exemple, ce que des études ont pu, remarquer, c'est que, lorsqu'on entend une voix, eh bien, on a, les aires, cérébrales liées au langage qui sont activées alors que, elles ne devraient pas l'être.
Donc voilà, on peut expliquer aussi les choses de manière un peu plus simple, un peu plus, du coup, j'allais dire rationnelle, enfin, rattaché en tout cas à quelque chose d'organique, de palpable. Et donc, du coup, les patients mettent aussi du sens sur ce qu'ils peuvent vivre et des fois, ça peut aussi les rassurer. Mm.